Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Merci, bienvenue dans les bureaux de Politico. Merci à vous et merci pour votre invitation. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes président du Rassemblement national, à la tête du troisième plus gros groupe au Parlement européen. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire en France, en Europe, tout le monde vous regarde aussi avec d'autres lunettes, comme potentiel candidat à la présidentielle française, si Marine Le Pen, votre mentor en politique, devait être empêchée le mois prochain. La perspective de votre élection, de quelqu'un du Rassemblement national, suscite beaucoup de questions en Europe, quelques inquiétudes aussi chez certains partenaires européens. Et justement, vous allez voir l'un d'entre eux, un grand pays européen, dans quelques jours, la Pologne. On va parler du coup de tous ces thèmes, de l'Europe, de la Pologne, de la défense, qui sont extrêmement importants, en particulier dans le contexte actuel. Je voudrais commencer justement par ce déplacement en Pologne. Vous êtes assez sélectif dans vos déplacements internationaux. Vous êtes allé au Royaume-Uni, en Israël, aux Émirats arabes unis, me semble-t-il. Pourquoi vous avez choisi la Pologne ? La Pologne est un pays qui compte et qui compte chaque jour un peu plus sur la scène européenne. D'abord, il y a des liens d'amitié historiques très forts entre la France et la Pologne, qui datent depuis plusieurs décennies, qui datent très certainement depuis Napoléon Bonaparte, avec un regard toujours extrêmement singulier des Polonais pour la France, des Français pour les Polonais. La Pologne est aujourd'hui la 6e économie de l'Union européenne et sur un certain nombre de sujets, ces dernières années, la Pologne s'est engagée de manière très claire pour protéger ses frontières face à des flux migratoires qui constituent un défi important pour les nations européennes, face à la nécessité de recouvrer une autonomie stratégique. Il y a des efforts en termes de réarmement et de défense qui sont déployés de manière très nette par la Pologne ces derniers mois, ces dernières années. Et puis parce que nous avons au sein du groupe des Patriotes, vous rappeliez que je présidais le premier groupe d'opposition au Parlement européen, le mouvement national polonais avec 2 eurodéputés, donc j'aurai l'occasion à leur côté notamment, même s'il est prévu de rencontrer notamment des dirigeants du PiS, qui est le parti politique qui préside aujourd'hui la Pologne, de pouvoir se rencontrer pour échanger et pour préparer ce que sera l'Europe demain et après-demain. J'allais y venir. Le PiS, donc Droit et Justice en français, qui est un parti important. Le président Nawrocki avait reçu leur soutien. Vous les voyez comme des partenaires naturels, peut-être s'ils remportent aussi la prochaine élection, qui est prévue également l'année prochaine dans le pays. Il y aura des élections nationales en Pologne en 2027. Et donc, il est parfaitement normal que nous observions aussi la situation électorale de chaque pays d'Europe qui va affronter un rendez-vous démocratique important. Aujourd'hui, le parti du PiS, le parti du président Nawrocki, siège au Parlement européen au sein du groupe ECR, qui est aussi le groupe de Giorgia Meloni, avec lequel nous travaillons régulièrement sur des sujets aussi importants que la prospérité économique du continent, la simplification. Ça veut dire que vous pourriez former un grand groupe, si tous alignés, si l'année prochaine vous êtes au pouvoir, ils sont au pouvoir. Vous dites ça peut coller, quoi. Aujourd'hui, les patriotes et les souverainistes siègent dans 2 groupes différents au sein du Parlement européen. Le groupe des patriotes que je préside et le groupe ECR que je viens d'évoquer. Mais naturellement, notre ambition, c'est de voir les choses en grand et pour construire demain cette nouvelle architecture européenne que nous appelons de nos vœux, pour bâtir cette Europe des nations, des coopérations entre États, des projets qui soient capables de répondre aux grands défis de nos peuples au XXIe siècle. Eh bien, nous aurons besoin très certainement du plus grand groupe possible. Et j'ai bon espoir, si dans quelques mois, les Français nous accordent leur confiance et que nous accédons à la présidence de la République française, que nous obtenons une majorité pour gouverner et que le siège français au Conseil bascule, que nous puissions élargir cette alliance au sein même du Parlement européen. Mais vous savez, on travaille... surtout au sein du Conseil. On travaille, absolument, mais vous savez qu'on travaille déjà ensemble, en étroite coopération, avec le groupe ECR, à de nombreuses reprises ces derniers mois, sur la simplification liée aux contraintes environnementales dans l'automobile, par exemple, sur la question concrète du règlement retour, qui dans quelques heures, puisque nous sommes cette semaine en session plénière au Parlement européen de Strasbourg, nous allons voir aboutir très certainement la réglementation la plus dure en Europe sur le plan migratoire qui n'ait jamais existé dans les institutions européennes, et ça on le doit très concrètement à ce travail d'alliance qui est le fruit... C'est déjà une affaire qui roule finalement, CR, il y a déjà un alignement de toutes ces forces. Alors c'est pas une affaire... des différences qui... Je dirais pas que c'est une affaire qui roule,
Mais le Parlement européen... Il ne peut pas y avoir deux grands fauves dans le même groupe. Non, pas du tout. Le Parlement européen revêt des équilibres qui sont complexes. Vous en savez quelque chose. Vous suivez la vie politique européenne qui est faite à la fois d'alliances, de coalitions, de circonstances, sujet par sujet, mais sous l'influence des peuples. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Les idées que nous représentons en France avec Marine Le Pen sont en train de s'installer durablement dans les sociétés européennes, et donc il faudra nécessairement composer avec cette nouvelle donne démocratique et électorale dans les prochaines années. Vous citiez Giorgia Meloni. Giorgia Meloni sera demain une partenaire incontournable pour la France si nous remportons les élections. Mais de manière plus générale, nous avons vocation à travailler avec l'ensemble des gouvernements qui aspirent aujourd'hui à la puissance, à la prospérité, à l'indépendance de l'Europe, dans un climat d'incertitude, de retour de la guerre aux portes de l'Europe, de désengagement américain, on aura l'occasion d'en parler. Et donc face à cela, l'Europe doit prendre son destin en main et les nations européennes doivent se réveiller. Est-ce que c'est une manière de dire, vous avez récemment aussi tendu la main au chancelier Merz, qui pourtant n'est pas dans votre famille politique, est-ce que ces déplacements, vos références à Giorgia Meloni, qui sont nombreuses, c'est une manière de dire, en fait, même si le Rassemblement national arrive au pouvoir, c'est pas la fin de l'Union européenne? Parce que beaucoup pensent ça, même à Bruxelles, disent ça, un pays fondateur de l'Union européenne, avec le RN au pouvoir, c'est la fin de l'UE. Vous leur dites non, c'est pas la fin. Nous ne souhaitons pas sortir de l'Union européenne. Nous souhaitons tout changer sans rien détruire. Et je crois profondément que nous, les Européens, et en tout cas les dirigeants français ne sont plus et ne sont pas dans la bonne marche qui est aujourd'hui celle du monde, dans le bon tempo par rapport à ce nouvel ordre international qui est aujourd'hui en train de se mettre en place. Et on voit assister depuis maintenant plusieurs années, depuis une décennie, partout dans le monde, au retour de tout ce que l'Union européenne a cherché à déconstruire, à démanteler et même à détruire: la nation, les frontières, la défense de l'intérêt national, la souveraineté, le peuple dans sa dimension pleinement souveraine. On voit tous ces grands concepts qui traient aussi à la fierté nationale être de retour partout dans les grandes puissances qui fonctionnent dans la mondialisation. Et donc nous disons tout simplement que l'Europe doit changer dans son fonctionnement, parce que l'Union européenne, dans sa forme actuelle, qui prône la décroissance en matière économique, qui a mené une guerre irrationnelle au nucléaire pendant de très nombreuses années, qui a toujours considéré que l'Union européenne devait accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. Il y a 30 millions de migrants qui sont arrivés sur le sol européen depuis plus de 10 ans. Et donc tout cela rebat de manière considérable les cartes dans les sociétés européennes. Donc, on va en parler, les nations européennes doivent changer, et nous sommes précisément l'expression de ce courant qui est profondément moderne et qui doit nous permettre demain de retrouver le chemin de la croissance et de la puissance. On va en parler. Je voudrais revenir sur la Pologne, parce que c'est là que vous allez dans quelques jours. C'est un pays qui est très exposé, notamment au conflit qui se joue avec la Russie, qui est sur le flanc est de l'Europe, pour lequel, par exemple, l'OTAN, c'est très important. L'Alliance transatlantique, c'est très important pour des raisons existentielles, de sécurité. Vous, l'OTAN, vous voulez plutôt vous désengager. Vous voulez sortir du commandement intégré de l'OTAN. C'est dans votre programme. Est-ce que vous réaffirmez aujourd'hui cette position, et surtout à quelle échéance? Il y a deux sujets. D'abord, sur la Pologne. La Pologne a une sensibilité plus atlantiste qu'un certain nombre d'autres pays européens, pour des raisons, je dirais, culturelles et pour des raisons historiques. Cette sensibilité, elle a été pendant très longtemps en Pologne, et depuis près de 30 ans, un moyen de tourner le dos à l'Union soviétique et de rejoindre d'une certaine manière le camp occidental. Ce que je dis et ce que nous disons au Rassemblement national, c'est que dans un contexte de désengagement américain, c'est écrit noir sur blanc dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, dans cette feuille de route diplomatique pour les prochaines années, on voit que les États-Unis, et c'est assumé par le président Trump, souhaitent se désengager de l'Europe. Face à cela, les nations européennes doivent prendre leur destin en main et doivent non seulement travailler main dans la main à des coopérations industrielles, mais doivent retrouver les moyens de leur liberté, de leur défense et de leur autonomie stratégique. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois que la France, indépendamment de l'OTAN, a un rôle très important à jouer sur la scène européenne, parce que la France a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, parce que la France détient le feu nucléaire, et parce que la France, et je vais répondre, et parce que la France a une base industrielle de défense et de technologie d'exception qui doit permettre aussi de répondre aux besoins de réarmement et de souveraineté des nations européennes. Donc c'est vrai que dans ce contexte, le rôle de l'OTAN est à redéfinir. Donc moi je suis un souverainiste français.
je défends la liberté de mon pays. Nous ne sommes pas pour sortir de l'OTAN. En revanche, nous sommes pour sortir du commandement intégré de l'OTAN, pour retrouver des marges de manœuvre, pour retrouver de la liberté en matière et de l'indépendance en matière diplomatique et en matière militaire notamment. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à porter cette proposition, qui est une proposition profondément gaulliste. Mais je l'ai dit et nous l'avons rappelé lors des dernières échéances, nous ne souhaitons pas sortir de ce commandement intégré tant qu'il y aura la guerre aux portes de l'Europe. Parce que les ambitions russes, elles sont présentes. Elles sont présentes chaque jour davantage aux portes de l'Europe. Et ce déplacement en Pologne, c'est aussi un geste de solidarité à l'égard d'un pays qui a vu se réactiver à ses frontières les ambitions impériales russes. Alors, pardon, j'insiste un peu, mais Marine Le Pen a dit récemment sortir dans le prochain quinquennat, ce qui n'est pas tout à fait la même formulation. Vous maintenez que vous ne sortiriez pas avant la fin du conflit ? On ne quitte pas, on ne redéfinit pas la carte des traités en temps de guerre. Et donc, notre priorité, si demain nous accédons à la présidence de la République française, sera d'œuvrer par un nouveau leadership français au retour de la paix aux portes de l'Europe, d'abord aux conditions d'un cessez-le-feu en Ukraine, et ensuite à l'instauration de garanties de sécurité qui doivent permettre à l'Ukraine de pouvoir défendre ses frontières, de défendre sa souveraineté, et d'affirmer aussi une forme d'unité face aux ambitions du président Poutine, qui conteste des intérêts européens, mais aussi directement des intérêts français. On l'a vu en Afrique, sur nos zones d'influence historiques, avec les pressions de groupes armés comme Wagner. Vladimir Poutine, la Russie, par rapport à la France aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une menace, un danger direct La Russie du président Poutine, par les choix que la Fédération de Russie a effectués ces dernières années, est une menace multidimensionnelle aujourd'hui pour des intérêts français, pour des intérêts européens. La France l'a subi je dirais de manière directe et indirecte, dans nos zones d'influence historiques. Je pense à l'Afrique, par exemple, où on a vu le jeu trouble et le jeu à la fois de propagande anti-française et d'agression directe sur le terrain, qui ont été menées notamment par les milices privées russes de Wagner. Mais la Russie est une puissance nucléaire. La France est une puissance nucléaire. Par conséquent, cet état de fait nous donne une responsabilité singulière dans la façon que nous avons d'aborder le dialogue avec des puissances qui disposent de l'arme suprême. Et donc, viendra nécessairement le temps, et je pense que c'est aussi le rôle de la France, par un nouveau leadership que la France devra bâtir sur la scène européenne, d'œuvrer pour d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu en Ukraine, pour faire en sorte que cette guerre qui a fait de trop nombreuses victimes depuis 2022 puisse cesser, que nous puissions créer les conditions de la paix, et surtout que nous puissions donner à l'Ukraine des garanties de sécurité. Vous avez parlé de puissance nucléaire, et c'est vrai, la France a un statut particulier. Aujourd'hui, c'est la dernière puissance nucléaire qui reste au sein de l'Union européenne, et beaucoup de partenaires en Europe regardent ça avec attention. Il y a eu récemment une mise à jour de la doctrine française sur le nucléaire, sur la dissuasion, et la Pologne fait partie des 9 pays qui sont rentrés dans cette forme de coopération avancée initiée par le président Emmanuel Macron. Est-ce que demain, la France, avec le Rassemblement national au pouvoir, sera prête à faire une frappe nucléaire pour venir au secours de ses alliés, par exemple la Pologne ? Il faut mesurer la gravité du sujet et la gravité de votre question. La France a une responsabilité, un rôle singulier en Europe, de par le fait qu'elle détienne l'arme nucléaire. Nous inscrivons dans la droite philosophie, dans la droite doctrine du général de Gaulle, qui, dans une instruction aux armées au début des années 60, rappelait à juste titre que la défense des intérêts vitaux de la nation française ne s'arrêtait pas à l'Hexagone, et qu'à partir du moment où une menace suprême pouvait être détectée aux approches de l'Hexagone, il pouvait y avoir évidemment une mise en danger de la sécurité nationale. Donc, mais ça va jusqu'où, du coup ? Ça participe précisément de ce dialogue et cette ambiguïté stratégique. Je crois qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et encore une fois, la doctrine du général de Gaulle, elle est parfaitement claire. Vous savez ce qu'il disait ? Il disait les intérêts vitaux de la France sont contestés à partir du moment où le Benelux lui-même est potentiellement en danger. Donc cela peut avoir un lien directement sur la sécurité du peuple français et sur la sécurité de la France. Mais nous sommes extrêmement attachés à la souveraineté nationale en matière de défense. Et donc nous considérons et nous considérerions demain que le bouton nucléaire doit rester exclusivement entre les mains du président de la République française, et ce qui est pour le coup le propos qui a été clarifié par le président de la République dans le discours de Lillon, qui était extrêmement intéressant à l'heure des grandes menaces. Maintenant, la première des dissuasions, et il faut le rappeler
avant d'être nucléaire, elle est d'abord conventionnelle. Nous sommes tenus aujourd'hui par des accords de défense avec nos partenaires européens, avec des clauses d'assistance mutuelle, notamment dans le cadre de l'Union européenne, mais aussi dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN. Et donc, si demain, évidemment, un pays de l'Union européenne devait être attaqué par les armes, nécessairement, cela provoquerait une réaction de l'ensemble des autres pays européens. Donc vous tiendriez ces engagements, bien sûr. Oui, bien sûr. Maintenant qu'il y a un dialogue, je dirais, avec les autres pays européens, quand vous avez un siège au Conseil de sécurité de l'ONU et que vous avez l'arme nucléaire, c'est parfaitement normal. Mais la France doit retrouver les moyens de sa défense. C'est la raison pour laquelle nous défendons ces fameux objectifs OTAN qui ont vocation à amener le budget progressivement de la défense à 3% du PIB d'ici entre 2030 et 2035. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce qu'il en va de la liberté de la France et évidemment de la sécurité du peuple français. Pardon, j'insiste un peu, mais notamment parce que pour vos interlocuteurs polonais, je pense que ces nuances sont extrêmement intéressantes et importantes. Je voulais vous montrer quelque chose que j'ai exhumé en préparant cette interview. C'est un éditorial qui date de 1939 dans un journal français qui s'appelait « Mourir pour Danzig », aujourd'hui Dansk en Pologne, point d'interrogation. Et ça a été beaucoup repris comme une référence historique et l'argument de cette personne qui était un journaliste de gauche pacifiste disait en gros les Français ne sont pas prêts à mourir pour Danzig. Donc ça va, la solidarité, mais il y a quand même des limites. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il est extrêmement dangereux de faire des parallèles entre cette période de l'histoire et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, il n'y a pas d'armée nazie, il n'y a pas de Troisième Reich aujourd'hui au sein même non, mais il y a des volontaires impérialistes, de l'Europe. Il y a des parallèles. Oui, enfin, il y a des. Je pense que les parallèles doivent être maniés avec une main de velours. Vous voyez, et qu'il est extrêmement délicat et périlleux de comparer des situations qui, pour le coup, entre hier et aujourd'hui, n'ont strictement rien à voir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui des intérêts européens qui sont contestés, une réactivation des ambitions russes à l'est de l'Europe. Et face à cela, la seule politique viable et la seule politique acceptable, c'est de permettre à la France et aux nations européennes, non pas de transférer leur souveraineté en matière de défense à une Commission européenne, parce que moi je refuserais toujours que la Commission européenne puisse demain avoir le pouvoir d'envoyer des soldats français mourir sur des théâtres d'opérations extérieures, mais précisément dans un contexte de désengagement américain, sur la sécurité de l'Europe notamment, de renforcer nos propres capacités de défense. On a aujourd'hui des failles qui sont très largement documentées, très largement identifiées. Je pense notamment à notre capacité de frapper en longue portée, à notre surveillance renforcée par drone, et un certain nombre d'autres technologies militaires sur lesquelles nous avons aujourd'hui des failles, à la défense antimissile par exemple, qui sont des domaines militaires sur lesquels nous devons encore nous impliquer et nous devons nous investir. Donc des coopérations industrielles seront nécessairement mises sur la table. Moi je me réjouis que sur l'avion spatial du futur, les Français et les Allemands aient pu trouver un terrain d'entente. Je déplore que le président de la République ait été je dirais incapable d'honorer le deal qui avait été négocié entre Français et Allemands sur le sujet du SCAF. Je pense que c'est un échec pour la coopération franco-allemande, mais c'est d'abord un échec personnel pour le président de la République. Ce programme de depuis le départ, nous avions dit qu'il fallait encourager la politique du meilleur athlète. Vous voyez, et que le maître d'œuvre en matière de chars devait être l'Allemagne, mais que le maître d'œuvre en matière d'avions de chasse du futur devait nécessairement revenir à Dassault. Donc moi je suis en faveur de coopération industrielle, mais je veux dire aussi, puisque vous mentionnez la Pologne à l'ensemble de nos alliés, et que pour être libre, il faut d'abord acheter du matériel européen et acheter du matériel français. Et donc le message que je souhaite délivrer à tous nos partenaires européens, c'est acheter des Rafales plutôt que d'acheter des F-35, et vous vous exonéreriez dans ce cadre-là de l'extraterritorialité du droit américain qui remet en réalité entre les mains de nos partenaires transatlantiques la capacité de faire décoller ou non les avions qui sont vendus dans le cadre de la défense. Alors là, puisque vous parliez de l'avion du futur, j'allais y venir, mais on peut y aller directement. Vous connaissez le problème, le dilemme qu'ont les industriels européens aujourd'hui, c'est que ça coûte très cher de développer ces avions de 6e génération, que la France, certes, a plutôt une avance technologique sur le sujet, reconnue, une expertise avec Dassault, mais elle n'a pas trop d'argent par contre. Et que donc pour soutenir ce type de programme, le programme SCAF, c'était 100 milliards d'euros à peu près, je crois, il faut soit beaucoup d'exports, et ça va être compliqué quand même s'il y a une concurrence encore plus importante avec un autre avion européen qui est développé en Allemagne, soit beaucoup d'argent sur son marché, comme l'ont les États-Unis, un marché suffisamment gros pour soutenir cette demande. Alors là, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc comment vous y prenez demain si vous dites on reste 100% français sur l'avion du futur, mais on a aussi la concurrence allemande pour en fait avoir les moyens de cette puissance? Il faut faire le jeu de l'industrie française et il faut commencer par déverrouiller toutes les contraintes
et tous les obstacles fiscaux et normatifs qui pèsent aujourd'hui sur l'industrie française. Je ne crois pas que ce soit le sujet pour Dassault. Si, c'est un sujet. De commande, c'est un sujet. Mais la multiplication des normes au niveau européen, dont beaucoup sont inspirés d'ailleurs du Green Deal et du Pacte vert qui a été défendu par la Commission européenne, sont des normes qui pénalisent de manière très lourde l'industrie française et l'industrie européenne. Deuxièmement, il faut se battre en Europe pour la préférence européenne, parce que quand vous avez des efforts financiers qui sont déployés depuis 2022 pour soutenir l'Ukraine dans son effort de défense, et que 80% de ces hausses de budget sont affectées et attribuées à des projets qui sont extra-européens, à des projets par exemple américains, eh bien c'est naturellement l'industrie européenne et essentiellement l'industrie française qui est pénalisée. Maintenant, vous avez raison et je vous rejoins sur ce sujet. On a besoin de moyens et on a besoin d'investissement. Alors d'abord, on a besoin d'export. Et donc, si demain nous sommes à la tête du gouvernement, eh bien, moi, je me battrai pour promouvoir le savoir-faire français et pour aller aussi dans des pays qui sont des pays partenaires de la France. Il y en a en Europe, il y en a en Grèce, avec les Rafales, par exemple. Il y en a dans un certain nombre de pays qu'on attribue traditionnellement à cette diplomatie des non-alignés. Les Émirats arabes unis, par exemple, qui en ce moment même subissent des attaques continues de la part de l'Iran. Il faut que la France, sur la scène internationale, réaffirme son leadership. Elle le fait, c'est très bien, mais il faut continuer à le faire. Le problème, c'est que demain, il y aura une option de plus. Donc, d'autant moins de chances de décrocher ces gros contrats. Mais ça s'appelle, vous avez raison, madame, mais ça s'appelle la compétition économique, ça s'appelle la compétition mondiale. Et donc, c'est précisément la raison pour laquelle il faut faire le jeu de l'industrie française et qu'il faut à la tête du pays des gens qui sont non seulement fiers de l'économie française, mais qui se battent de manière acharnée sur la scène internationale pour promouvoir, pour vendre le savoir-faire français. Moi, je fais toute confiance à nos entreprises. Dassault a un savoir-faire exceptionnel en la matière. Et aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la diplomatie non alignée ou sur le plan, en faisant fi de l'extraterritorialité d'un éventuel droit français qui n'existe pas par rapport aux Américains, ou sur la qualité du matériel qui est vendu, on citait les Émirats arabes unis, on peut aussi parler de l'Inde ou de l'Égypte, ce sont des partenaires extrêmement importants. Et donc la France, demain, notamment en regardant vers le sud, doit aussi se battre pour que ces produits continuent d'être vendus et pour que le carnet de commandes de ces industriels soit plein. Et puis vous avez raison, et j'en viens, il faut des fonds, il faut des moyens, il faut de l'investissement. Et nous avons aujourd'hui en France une épargne qui est aujourd'hui une épargne privée qui est extrêmement importante, dont une grande partie par les livrets réglementés finance une partie du logement social de manière très inefficace. Nous souhaitons qu'une partie de cette épargne privée puisse aussi être mieux fléchée vers l'économie productive, vers l'économie réelle, par l'intermédiaire d'un fonds souverain qui permettra aux Français de recevoir une rémunération un petit peu plus intéressante que ce qu'ils reçoivent aujourd'hui. Et vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas plus rentable qu'un euro investi dans la défense, dans une économie comme la France. D'accord. Donc on a bien compris, on privilégie le 100% français, les partenariats avec les Allemands, Absolument. C'est pas trop l'idée. Il peut y avoir des coopérations industrielles. Je veux dire, sur l'avion spatial du futur, avec OBH, il y a des coopérations extrêmement fructueuses qui ont abouti à cet avion spatial du futur entre Français et Allemands. Mais encore faut-il que chacun soit maître d'œuvre dans ses domaines de prédilection, ce qui n'a pas été le cas sur le SCAF d'ailleurs. On va revenir à l'Ukraine, vous en parliez. Beaucoup de candidats à la présidentielle française aujourd'hui se rendent en Ukraine. On l'a vu. Oui, c'est un peu pour eux, c'est le théâtre. Vous voyez, vous êtes un peu moqué d'eux. Vous n'avez pas prévu d'y aller. Peut-être aurais-je l'occasion d'y aller si demain nous sommes au pouvoir. Mais avant l'élection. Mais l'Ukraine est un théâtre de guerre. Ça n'est pas un théâtre de communication politique. Non, mais certains pourraient dire l'avenir de l'Europe s'y joue, donc c'est important d'aller voir. Quand on voit Édouard Philippe descendre du train avec son pyjama et ses mocassins sur un théâtre de guerre, je pense que c'est pas très sérieux. Donc vous n'irez pas avant l'élection. Ce qui consiste à utiliser la douleur aujourd'hui des familles ukrainiennes, une situation de guerre extrêmement douloureuse pour le peuple ukrainien, mais aussi pour les Européens qui ont consenti depuis 2022 à des efforts financiers considérables. Et considérer que ce théâtre de guerre doit être le lieu d'une communication politique ou d'une communication politicienne, avec l'idée que ce serait un passage obligatoire, je ne trouve pas ça très sérieux. Donc vous n'irez pas avant l'élection? Je n'ai pas prévu d'y aller pour l'instant. Je me rendrai dans quelques jours en Pologne, à la frontière avec la Biélorussie, qui est un lieu de pression migratoire de la part du gouvernement et de l'État biélorusse, mais aussi un lieu de chantage diplomatique par l'intermédiaire
indirecte de la Russie. Donc, je serai présent sur ce terrain, je serai présent sur ces enjeux. Je considère que le sujet de la guerre doit être pris extrêmement au sérieux et qu'il ne doit pas être le lieu d'un théâtre politicien ou d'opérations de communication pour des gens qui ont envie de faire parler d'eux. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un peu un paradoxe dans votre position. Vous dites, sous Emmanuel Macron, la France a perdu de sa puissance, de sa stature internationale, ça vous l'avez dit de nombreuses fois. Vous dites, nous, on va rendre la France plus puissante, plus forte, et en même temps, vous vous désengagez en fait de ces forums. Vous voulez sortir du commandement intégré de l'OTAN, vous ne voulez pas aller en Ukraine, donc, et vous, a priori, quand même plutôt dépenser moins d'argent dans des projets internationaux. Donc, comment vous faites pour être plus fort en mettant moins sur la table ? Pardon, mais je ne vais pas en Ukraine parce que je ne suis pas ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre ou président de la République. Donc, si demain, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer le président Zelensky lorsqu'il est venu au Parlement européen il y a quelques mois, comme président de groupe, avec les autres chefs de groupe parlementaires, mais si demain, nous sommes à la tête du pays, évidemment que nous discuterons avec l'ensemble des nations européennes et nous discuterons aussi avec des pays qui, aux portes de l'Europe, subissent une agression depuis 2022. Vous avez dit... Non, mais attendez, c'est très important. Vous voyez bien, en fait, vous voyez bien que l'Europe, que la France en tout cas, est aujourd'hui en train de sortir des affaires du monde. À commencer par les affaires, mais à quel niveau ? L'OTAN, vous n'allez pas à Kiev, vous dites... Non, mais je ne vais pas à Kiev, madame, pardon, d'être humble, je ne vais pas à Kiev parce que je ne suis pas ministre et que ma place n'est peut-être pas sur un terrain de guerre en tant que président d'un parti politique français au moment où je vous parle. Mais si demain nous avons des responsabilités, évidemment que nous serons amenés à multiplier les déplacements internationaux pour recrédibiliser un leadership français qui a été considérablement abîmé. Est-ce que vous considérez qu'en sortant du commandement intégré de l'OTAN, le général de Gaulle a restreint le leadership français sur la scène internationale ? Ma question, c'est plus comment vous vous y prendrez. Mais c'est une question. Mais on est dans un dialogue, on discute. On a le droit de discuter. Est-ce que vous considérez, vous me dites, je vais et nous allons abîmer le leadership français en sortant du commandement intégré de l'OTAN. Je vous pose la question. Est-ce qu'en sortant du commandement intégré de l'OTAN, le général de Gaulle a abîmé l'image de la France sur la scène internationale, alors qu'il est peut-être le dernier à avoir incarné cette vocation plurimillénaire et cette vocation universelle de notre pays sur la scène internationale qui s'est octroyée sous sa présidence, je dirais, le rôle de protecteur des plus petits, le rôle de protecteur des plus faibles. Tout le monde se réclame du général de Gaulle en France, donc c'est une référence historique que je comprends bien, mais que ma question, elle est vraiment sur le futur. Vous avez dit, à un moment, il va falloir rediscuter, négocier, trouver une paix juste pour les Ukrainiens, et tout le monde est assez d'accord là-dessus. C'est quoi la base de départ ? Comment vous y prenez si vous êtes au pouvoir ? C'est quoi? C'est les choses qui ont été discutées en Alaska? C'est quoi le contour pour vous? C'est la ligne de front actuelle? Parce que c'est des débats très importants et très compliqués aujourd'hui. D'abord, il faut que la famille occidentale se mette d'accord autour d'une table. Et avant de se présenter à la table face au président de la Fédération de Russie, il faut d'abord que les Occidentaux se mettent autour d'une table eux-mêmes et déterminent des conditions de paix, des garanties de sécurité et une position commune à opposer à la Russie. Ils l'ont fait, coalition et donc, volontaire. ça a été fait. Donc ça, vous tiendrez, ça a été fait d'ailleurs bien avant. Ça a été fait d'ailleurs bien avant. Lorsqu'il y a eu cette fameuse réunion, vous citiez l'Alaska, mais lorsqu'il y a eu, avec la rencontre entre le président Poutine et le président Trump, mais il y a eu ces réunions et ces échanges entre les Américains, entre les Européens et entre tous les pays qui souhaitaient s'associer à l'effort de paix en Ukraine. Moi, ce que je dis, c'est que nous devons d'abord déterminer une position occidentale commune avant d'arriver à la table du président Poutine. Deuxièmement, et dans l'immédiat, la France a aujourd'hui des partenariats de sécurité à l'est de l'Europe à honorer. Nous avons des missions dans le cadre OTAN. Nous assurons par exemple la sécurité aérienne d'un certain nombre de pays européens. Je pense notamment aux pays baltes. Nous avons des éléments militaires français en Roumanie et nous devons non seulement continuer d'honorer ces partenariats, mais pouvoir assumer notre leadership, non seulement dans la table des négociations, mais aussi de facto par notre présence militaire à l'est de l'Europe. Et donc pour vous répondre, ces conditions, c'est d'abord un cessez-le-feu et deuxièmement des garanties de sécurité. Nous avons proposé par exemple qu'il y ait demain une ligne de démarcation, une ligne grise entre la Russie et l'Ukraine qui soit placée sous l'égide des casques bleus et des Nations Unies. Oui, vous savez que l'ONU c'est compliqué parce que la Russie a un siège au Conseil de sécurité, donc en fait les mandats ONU dans le contexte actuel... Non mais madame, je vous dis pas que c'est simple, et s'il y a une solution très simple, qu'on nous la donne, mais je note que depuis... des troupes françaises après un cessez-le-feu... Je note que depuis 2022, non, nous sommes opposés à la présence
de troupes françaises sous pavillon de l'armée française. Même après un cessez-le-feu, dans le cadre d'un accord de paix. Bien sûr. En revanche, nous assurons aujourd'hui, comme je l'ai dit, la sécurité aérienne de pays à l'est de l'Europe, et ces missions doivent naturellement se prolonger et même éventuellement être renforcées. En revanche, le seul biais, je dirais, le seul pavillon par lequel nous entendrions la nécessité de placer des soldats, européens ou des soldats occidentaux aux portes de la Russie serait par l'intermédiaire de l'ONU et des casques bleus, après nécessairement un accord de cessez-le-feu. Mais par exemple, protection aérienne, ça pourrait être quelque chose que la France serait prête à mettre sur la table pour garantir la sécurité ? La France le fait déjà. Mais en Ukraine ? Oui. Dans un accord de garantie de sécurité. Ces accords de sécurité doivent être naturellement négociés. Mais le biais par lequel d'éventuelles troupes occidentales, ou en tout cas des troupes européennes, pourraient, sur terre ou dans le ciel, se situer aux portes de l'Europe, pourrait se faire sous l'égide des casques bleus de l'ONU. Vous avez parlé de leadership et du retrait américain, du désengagement. Je voudrais revenir sur cette relation. Comment vous définiriez aujourd'hui la relation transatlantique ? Les Américains sont des alliés, ils le resteront. Mais ce sont des alliés qui n'ont plus l'intention de venir au secours de l'Europe et de demeurer le parapluie et le protecteur de pays européens. D'abord, il faut remercier le général de Gaulle d'avoir évité, la France d'abriter des bases américaines. Parce que précisément grâce à cet état de fait, nous demeurons un pays libre. Et donc la France a une voix singulière à porter dans ce débat. Donc Emmanuel Macron, on a raison de refuser aujourd'hui, par exemple, de servir pour des survols d'opérations en Iran. Ça doit rester comme ça. Les survols peuvent naturellement avoir lieu lorsqu'il s'agit de ravitaillants ou de personnel. Mais la position de la France aujourd'hui, qui consiste à empêcher que des armements lourds, notamment, survolent le territoire français, elle doit nécessairement demeurer, parce que la France est une puissance d'équilibre. La France doit demeurer une puissance d'équilibre qui est aussi capable de se tenir à distance des conflits du monde qui ne sont pas nécessairement les siens et dans laquelle elle n'aurait pas ou très peu d'intérêt, si ce n'est celle de la sécurité de ses ressortissants dans la zone, comme c'est le cas aujourd'hui au Moyen-Orient, ou comme c'est le cas, par exemple, dans l'Indo-Pacifique, si demain, la Chine devait s'emparer de Taïwan. Mais pour vous répondre, les Américains demeureront des alliés. Mais nous devons être capables, là encore, comme le fait le président Trump avec les États-Unis d'Amérique, de défendre nos intérêts. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés, avec le Rassemblement national, à l'accord économique, qui est un accord de vassalisation économique, financière et industrielle, qui a été négocié, je ne veux même pas dire négocié, parce qu'en réalité, aucun chef d'entreprise sérieux n'aurait jamais signé un tel accord, mais qui a en tout cas été signé par la présidente de la Commission européenne l'été dernier, et qui prévoit une dépendance économique totale aux États-Unis, avec l'achat de plusieurs centaines de milliards de dollars d'énergie, d'investissement, des droits de douane à 15% sans aucune contrepartie. Et donc, nous avons besoin, pour le coup, et encore une fois, de faire entendre et de faire respecter une voix française singulière dans ce débat. Comment vous voyez aujourd'hui l'attitude du président Trump ? Ça dépend de quel jour. Et il y a une attitude du lundi, une attitude du mardi, une attitude du mercredi. Et en tout état de cause, un positionnement qui non seulement est erratique, mais qui est extrêmement mouvant et extrêmement changeant. Et le rôle de la France dans la période que nous vivons et son devoir de puissance qui est le sien, c'est aussi de remettre de l'équilibre, de la raison et de la modération dans ces grands débats. Et donc nous avons besoin, je l'ai dit, de permettre à notre industrie de défense de produire, de permettre à notre tissu diplomatique d'être renforcé, et de permettre aussi aux puissances qui sont un peu désarçonnées par les États-Unis et qui ne comprennent plus les allées et venues du président américain, notamment sur la défense, de pouvoir trouver dans l'industrie de défense française un moyen de repli, en tout cas d'épaulement. Alors, tous les dirigeants européens n'ont pas la même attitude vis-à-vis de lui. Karol Nawrocki, le président polonais, chez qui vous allez bientôt, lui, il a reçu le soutien de Trump. Il a une relation assez proche avec lui. Vous, on a l'impression que vous le gardez à distance. Vous faites attention. Non, mais moi, je suis français. Donc, quand on est français, si vous voulez, on n'a pas de soutien indéfectible pour tel ou tel. Et ce que je regarde, c'est que... soutien, vous direz quoi ? Mais je n'ai pas besoin de soutien. Je veux dire, le soutien que je cherche et le soutien que nous cherchons avec Marine Le Pen, c'est le soutien des Français, le soutien des électeurs français. Et aucun autre soutien. Nous n'avons pas besoin d'accepter ou d'ouvrir la porte à une forme d'ingérence, qu'elle soit demain lorsque nous serons aux affaires, mais dès aujourd'hui, dans le cadre d'une campagne électorale, nous sommes des gens totalement libres, totalement indépendants, totalement souverains.
et nous avons vocation à le demeurer. Mais vous aviez exprimé une forme d'admiration pour lui quand même sur son énergie, ses succès chez lui. Vous le voyez différemment aujourd'hui ? Je trouve que le mandat du président Trump, en tout cas ce deuxième mandat, est très différent du premier. Le premier mandat du président Trump a été totalement configuré et défini par une volonté de retirer l'Amérique des grands conflits mondiaux et de défendre ce qu'ils ont appelé America First, c'est-à-dire de défendre l'intérêt américain d'abord, sur l'économie, sur l'identité, sur la défense d'un certain nombre de valeurs, par exemple. Le deuxième mandat du président américain, du président Trump, il est différent. Il se base d'ailleurs sur cette stratégie de sécurité américaine qui préfigure la vision du Trumpisme et la vision de la politique étrangère américaine sur les 10 prochaines années, notamment par l'intermédiaire de ce renouement avec la doctrine Monroe qui consiste à considérer que les États-Unis ne sont plus une nation, mais qu'elles redeviennent un empire qui doit avoir une influence, je dirais, quasiment unique sur cet hémisphère occidental. Donc, le deuxième mandat du président américain est de manière très significative différent du premier. Mais, différent et plus dangereux ou plus menaçant. En tout cas, plus difficilement lisible. Il est menaçant pour l'Europe dans le sens où il fait peser sur beaucoup de pays européens, non pas la France, mais sur beaucoup de pays européens, cette crainte du désengagement des États-Unis d'Amérique. Et donc c'est la raison de peser, puisqu'il commente aujourd'hui sur des affaires criminelles, des faits d'actualité européens, en disant, d'ailleurs, qui peuvent vous rejoindre dans certains cas. Par exemple, le vice-président Vance, il a commenté sur un meurtre au Royaume-uni en disant que l'invasion migratoire était responsable de ce genre de faits divers. Enfin, ça, c'est partagé par beaucoup de... C'est pas parce que c'est Trump qui le dit que par principe, je vais vous dire l'inverse, ou que c'est Vance en l'occurrence. Ce qui est en train de devenir aujourd'hui, ce que sont en train de devenir beaucoup de capitales européennes et beaucoup de pays européens à cause de l'immigration massive, de notre incapacité à maîtriser les flux, le fait qu'il y ait une crainte aujourd'hui, demain, que l'Europe ne soit plus l'Europe, que la France ne soit plus la France, est partagé peut-être par les dirigeants de l'administration américaine, mais est partagé par beaucoup de peuples du monde. Vous savez, il y a beaucoup de pays du monde qui sont profondément amoureux de la France et qui considèrent que le monde est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a la France et parce que la France a un apport dans sa beauté, dans son élégance, dans ses valeurs, dans sa dimension universelle, dans la voix qu'elle a toujours portée, qui fait la singularité et la beauté du monde. Et donc, il y a beaucoup de peuples d'Europe qui sont extrêmement malheureux de voir la France affaiblie, de voir la France rabougrie, de voir une France submergée par une immigration massive qui change profondément son identité et ses valeurs. Vous voyez, il y a quelques jours, lorsqu'il y a eu ces déferlements de violence dans la capitale parisienne et dans un certain nombre de villes de province, après la victoire du PSG en Ligue des Champions et ces scènes de guerre civile, mais ça fait mal au cœur des Français, ça fait mal au cœur des Européens, mais ça choque, ça indigne, ça outre des milliers de peuples dans le monde. L'Europe brûle, en gros, et vous rejoignez cette vision, vous trouvez qu'ils posent un diagnostic qui est pas mauvais, finalement ? Mais le diagnostic qui est posé, en l'occurrence, sur la situation d'insécurité majeure et de politique migratoire hors de contrôle, c'est la nôtre. Et donc je ne vais pas vous dire le contraire au motif que des étrangers pensent la même chose que moi ou que la même chose que nous. D'accord. On va revenir à l'Europe et à ce qui se passe sur notre continent, et notamment à votre programme pour les affaires européennes. Une des mesures phares que vous avez de nombreuses fois défendues, c'est de couper la contribution française au budget de l'Union européenne. Oui, couper au sens faire des coupes. De la réduire, absolument. C'est un point très important et on le sait tous, il y a besoin d'argent en ce moment. C'est une des manières dont vous comptez financer certaines mesures. Comment vous allez vous y prendre concrètement ? Parce que ce budget à long terme, il est en train d'être négocié. Beaucoup veulent d'ailleurs le boucler avant la présidentielle française. Comme par hasard. Avant la fin. Vous déplorez ça ? L'idée est évidemment de verrouiller le budget avant potentiellement un changement de majorité en France. Et l'Union européenne poursuit sa politique et sa philosophie profondément antidémocratique. Et je vous rappelle cette phrase qu'avait tenue un ancien... un ancien ténor de l'Union européenne, M. Juncker, qui disait qu'il n'y avait pas de démocratie contre les traités. Et donc là, on est au cœur de la vision qui est celle de l'Europe aujourd'hui, qui consiste à considérer qu'elle est au-dessus des peuples
et qu'elle ne doit jamais en tenir compte ni en entendre la voix. C'est intéressant que vous disiez ça parce que vous, certaines de vos mesures, justement, veulent un peu s'affranchir du droit européen. Je pense notamment au référendum que vous voulez faire sur l'immigration. Donc, vous dites à la fois, il faut respecter les traités, Non, je dis qu'il faut les changer. Je dis qu'il faut les changer, qu'il faut une nouvelle architecture européenne. Enfin, je l'ai dit, le tempo dans lequel se trouvent aujourd'hui les Européens et l'Union européenne ne correspond plus à la marche du monde. Je veux dire, ce que défend l'Union européenne, ce sur quoi a été fondée l'Union européenne, la mondialisation heureuse, le tout pouvoir pour le marché, l'immigration hors de contrôle, la décroissance et l'excès de normes sur l'économie, sur les entreprises et sur l'industrie européenne. Tout cela est profondément dépassé, tout cela est profondément désuet, obsolète. C'est le monde des années 90. Vous voyez bien que aujourd'hui, l'Union européenne est totalement obsolète et que dans sa forme actuelle, dans sa dimension actuelle, elle n'est plus capable de répondre aux grands enjeux qui vont se poser à notre pays. On a beaucoup parlé d'économie, de défense et de maîtrise des flux migratoires, mais on pourrait parler aussi du climat, de l'intelligence artificielle, du spatial qui, si demain il fonctionnera d'abord par des coopération européenne. Eutelsat, c'est d'abord une coopération d'États européens avant d'être, je dirais, une vision fédérale de l'Europe. Donc, nous devons changer le fonctionnement de l'Union européenne et c'est la raison pour laquelle, demain, nous souhaitons non seulement sur le plan financier que sur le modèle allemand ou sur le modèle des Pays-Bas, la France puisse contribuer moins, parce qu'aujourd'hui, la contribution excessive de l'Union européenne dans un budget qui projette d'augmenter de manière délirante, plus 80% de hausse prévue à la veille de l'élection présidentielle, c'est un scandale démocratique. Le prochain exécutif français, quel qu'il soit, doit avoir un mot à dire sur ce budget, parce qu'il va engager la France et donc l'avenir du peuple français et le budget de nos compatriotes sur les prochaines années. Donc c'est des sujets qui sont extrêmement importants et sur lesquels nous revendiquons un droit de regard, bien sûr. Mais donc concrètement, comment ça se passe demain, si vous êtes élu, vous vous rendez à Bruxelles, vous tapez du poing sur la table et vous dites non, en fait, on ne va pas payer, vous arrêtez le paiement parce que ce sera tout négocié, il y a 27 pays, c'est long, le gouvernement français, il se bat aussi pour réduire cette contribution. Donc comment ça se passe? Vous allez au clash, en fait. Vous savez, l'Union européenne, c'est une très grande copropriété. Bon. Il se trouve que la France a un des appartements les plus grands, avec une des terrasses les plus spacieuses et le plus grand nombre de places de parking. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, la France... C'est l'Allemagne, le plus gros. On n'en est pas très loin, on en est juste derrière et notre souhait, c'est évidemment que la France puisse, dans la décennie qui vient, devenir la première économie européenne. On en reparlera. Mais la France n'est plus capable aujourd'hui de défendre ses intérêts sur la scène européenne. On l'a vu sur l'énergie. Grâce au nucléaire, la France devrait pouvoir bénéficier de l'électricité la moins chère et la plus décarbonée d'Europe. Comment je fais très concrètement? L'Allemagne, par exemple, puisqu'on parle de l'énergie, puis ensuite on rentrera dans le débat sur le budget, l'Allemagne permet à ses gros industriels de bénéficier d'une électricité à 50 € le mégawattheure. Vous voyez, dans l'Europe, je réponds sur la contribution. Dans l'Europe, vous avez des pays qui, par exemple, à l'Est, ont des niveaux de salaire beaucoup plus faibles et donc bénéficient de ce qui est pour eux un avantage comparatif sur l'industrie et sur l'économie notamment. Nous souhaitons demain, et c'est la raison pour laquelle nous effectuerons notre premier déplacement à Bruxelles, que la France puisse, elle aussi, bénéficier d'une électricité à 50 € le mégawattheure. Et donc, nous permettrons à la France de retrouver un tarif national de l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'on sort du marché européen. La France exporte de l'énergie, et elle en exporte notamment à l'Allemagne. Et donc, la France continuera d'exporter de l'énergie, elle continuera de vendre son énergie à des pays avec lesquels elle a des relations économiques, mais elle permettra aux familles françaises ou aux entreprises françaises, aux startups qui vont investir dans l'intelligence artificielle, de bénéficier d'une électricité massive, décarbonée et parmi la moins chère d'Europe, parce que nous souhaitons refaire de la France un paradis énergétique. Je vous réponds, pardon, j'ai un peu divagué, mais c'était important. Sur le budget, nous irons négocier, comme l'ont fait l'Allemagne et comme l'ont fait les Pays-Bas. L'Allemagne et les Pays-Bas. Mais nous ferons ces ajustements. Et nous les ferons aussi a posteriori. Et donc, nous irons voir la présidente de la Commission européenne et nous lui dirons que parce que la France est un pays qui contribue plus qu'elle ne reçoit de la part de l'Union européenne, on donne chaque année, en fonction des droits de douane, environ une trentaine de milliards d'euros, on en récupère 15. Que non seulement la France récupérera un certain nombre d'avantages comparatifs, je l'ai dit sur le prix de l'électricité, mais qu'elle baissera sa contribution, parce qu'on demande à tout le monde de faire des efforts, madame. On demande aux Français de faire des efforts. Et quand, en temps de crise, on dit aux Français qu'on va augmenter le budget de l'Union européenne de 80%, qu'on va augmenter son budget de fonctionnement de manière considérable en augmentant, par exemple, le budget de jet privé des commissaires européens de 50%. Vous ne croyez pas que ça choque? Vous ne croyez pas que ça indigne des millions de Français à qui on vient tous les jours demander des efforts? Donc, nous ferons ces économies nécessaires.
nous rendrons aux Français leur argent. Et parce que la France a vocation à se faire respecter et à défendre ses intérêts, d'abord sur la scène européenne et dans cette copropriété qui est aujourd'hui cette coopération de pays européens, eh bien, nous négocierons une baisse de la contribution de la France, comme ont su le faire les Allemands ou les Pays-Bas. On n'est pas plus bête, et je crois qu'on est même aussi intelligent que nos partenaires européens. D'accord. Le comment est quand même pas très clair, mais on sait pas... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la... Il y a 27 pays qui se mettent d'accord, c'est devenu très compliqué. Par exemple, dans les 16 milliards que vous avez cités, il y a beaucoup d'argent qui va aux agriculteurs français. La Commission pourrait très bien dire, OK, la France arrête de payer, nous on diminue les retours français, on gèle les aides de la PAC. Qu'est-ce que vous direz aux agriculteurs Non, français? alors pardon, mais ça ne marche pas comme ça. La contribution de la France, elle est votée chaque année par le Parlement et par l'Assemblée nationale. Donc c'est le Parlement français qui détermine combien l'Union européenne reçoit et combien, en théorie, elle permet à la France, c'est-à-dire combien on donne net cash chaque année à l'Union européenne. Vous voyez, moi je pense que, et c'est ce qu'on avait proposé dans le contre-budget, absolument, parce qu'il y a des droits de douane, mais la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne, elle est votée par le Parlement. Et donc, au lieu de voter une contribution au budget de l'Union européenne à 12 ou 15 milliards, eh bien, elle sera réduite de moitié. Donc, et cet argent que nous allons récupérer, mais non, pas de manière unilatérale, puisque nous irons à Bruxelles négocier avec la Commission européenne. Et nous demanderons à la Commission européenne de réduire, par exemple, ses dépenses de fonctionnement. Est-ce qu'on a besoin, je repose cette question, d'augmenter de 50% le budget de jet privé des commissaires européens ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une administration européenne qui est tout aussi pléthorique et qui passe son temps à créer de la norme, à créer de la paperasse et à créer des contraintes normatives, notamment pour nos agriculteurs ? Je veux dire, quand on dit aux agriculteurs français « vous touchez l'argent de l'Europe », c'est faux. Cet argent, c'est l'argent de la France. Puisque la France, précisément contrairement à d'autres pays européens, contribue davantage au budget européen qu'elle ne reçoit. Donc, c'est parfaitement clair. Je veux dire, quand l'Allemagne permet à ses entreprises de bénéficier d'une énergie à 50 € le mégawattheure, vous pourriez m'opposer qu'elle est hors des traités. Pourtant, l'Allemagne le fait quand même. Est-ce que l'Allemagne se situe hors des traités ? Bon, donc on peut parfaitement rester dans la coopération européenne et arrêter de considérer que les traités européens sont une religion et qu'il faudrait donc mourir parce que les traités européens ont décidé que, eh bien, il faudrait moins d'agriculture, qu'on n'aurait plus besoin d'industrie, qu'il faudrait accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année. Tout ça, ça n'est plus possible. Et pardon, mais il y a eu des élections européennes à 2 reprises, 2019-2024. Nous sommes arrivés en tête des élections européennes. Ça veut donc dire que les Français, aussi attachés soient-ils à une coopération, à une construction européenne qui est nécessairement nécessaire, veulent l'avoir changée. Nous, on est tellement attachés à la coopération européenne qu'on en veut 2. On veut une Europe des frontières et on veut une Europe de la puissance. Mais on ne veut certainement pas l'Europe de la submersion migratoire et l'Europe de la décroissance qui est aujourd'hui imposée à notre industrie et aussi à notre agriculture. Merci. On va devoir bientôt s'arrêter. Malheureusement, je voulais quand même finir par une question un petit peu plus détente que les sujets dont on a parlé. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais il y a un peu un mystère autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui se demandent un petit peu qui vous êtes au fond, quelle est votre ligne économique, et puis qui essayent de comprendre votre personnalité, parce que vous êtes moins connu, vous êtes plus jeune que Marine Le Pen, notamment. Il y a plein de gens qui m'ont dit, quand j'ai préparé cet entretien ici, est-ce que tu vas lui poser une question sur sa girlfriend ? Du coup, je vais vous poser une question qui va forcément vous embarrasser. Je vais vous demander quelle est... J'ai l'habitude de répondre depuis très longtemps, malgré mon jeune âge. Je fais des interviews très régulières depuis très longtemps, donc je ne suis pas très embarrassé par les questions. Mais... Quelle est votre italienne préférée ? Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ou Giorgia Meloni ? Maria Carolina. Et pour la politique ? Mais j'aime beaucoup Giorgia Meloni. Voilà une dirigeante politique qui a su donner un nouvel élan à l'Italie, ramener de la stabilité d'abord dans un pays qui n'avait jamais connu gouvernement aussi stable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a su s'affirmer et créer un nouveau leadership pour son pays sur la scène européenne. Et puis la France et l'Italie sont deux nations sœurs, sont deux pays qui sont extrêmement proches par l'identité, par la culture, par la géographie. Et à titre doublement personnel, de par mes origines et de par la femme qui partage ma vie, c'est un pays... qui lui aussi m'est cher. Oui. Vous pourriez faire des déplacements avec elle bientôt ? Avec Giorgia Meloni ou avec... Je vous laisse répondre. Écoutez, elle ne fait pas de politique. Maintenant, elle m'accompagne et elle est une femme extraordinaire, une femme remarquable, et donc je suis extrêmement ravi et extrêmement amoureux, donc je suis content qu'elle partage ma vie. Maintenant, est-ce qu'elle m'accompagnera dans des déplacements politiques ? J'en sais rien, on verra. Merci de vous être prêté au jeu des questions et de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.